Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence en ligne dédiée à l'intelligence économique et aux stratégies de rebond suite à la crise que nous traversons. Cette conférence est organisée conjointement entre le groupe Salveo et la société Allwinds. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Dans quelques instants, nous allons accueillir nos deux speakers. Dès à présent, vous pouvez commencer à interagir dans le chat où vous allez pouvoir, durant toute la présentation, poser vos questions. Toutes ces questions-là, nous y répondrons à la fin de la conférence. Donc, restez bien jusqu'au bout pour avoir les réponses. Je vous propose tout de suite de vous présenter les deux premiers intervenants de cette conférence, que sont Tristan Côté. Bonjour Tristan. Oui, bonjour à tous. Merci d'assister à cette conférence en ligne. Je suis tout à fait ravi de pouvoir aborder ce sujet-là avec vous et ainsi qu'avec mon camarade Arnaud, qui lui est en train de se connecter. Ben voilà, il est arrivé. On le voit apparaître, mais nous n'avons pas le son. Si, on a le son? Si, nous avons le son. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Parfait. Alors, stratégie de rebond et intelligence économique. On a décidé d'aborder ce sujet-là avec Arnaud, pas simplement dans un peu éloigné du contexte actuel, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre de la distance. Je veux dire, l'événementiel, c'est l'événementiel. On essaie de regarder le tendanciel et voir ce qui va vous intéresser dans les mois à venir, où effectivement il y a certains pans des activités qui peuvent être arrêtés, qu'il faut redémarrer, et des certaines remises en question à faire. Donc voilà, on va essayer de garder les pieds sur terre, d'être le plus opérationnel possible, mais avec une vision stratégique que mon camarade Arnaud s'est toujours apporté dans nos interventions communes. À toi Arnaud. Ok. Donc, nous allons commencer en fait par un concept qui caractérise bien en fait pourquoi il y a cette crise ou en quoi il y a cette crise, qui est un concept que vous connaissez peut-être déjà parce qu'on en parle beaucoup actuellement, qui s'appelle le concept VUCA. Alors, VUCA, c'est un concept qui a été créé en fait pendant à la fin de la guerre froide par les guerres américaines, et qui veut dire que le monde est de plus en plus volatile. C'est-à-dire qu'effectivement, ça change en permanence, et on voit ces changements en fait s'accélérer. Il est incertain, c'est-à-dire que certes la volatilité crée cette incertitude, mais il est de plus en plus incertain, très très difficile de faire des prévisions du coup, et en plus de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'éléments qui rentrent en composition, et ça fait une complexité telle qu'il est très très difficile du coup de l'analyser. Et en plus, il est ambigu, c'est-à-dire que même si on essaie de l'analyser, les conséquences ou ce qu'on arrive à analyser empêche de faire différentes prévisions, parce qu'en fait, avec les différents scénarios, on peut avoir des choses qui se contredisent totalement, ce qui fait que c'est une période qui a mené à un grand désarroi pour tous ceux qui avaient l'habitude d'avoir des situations beaucoup plus stables et qui avaient l'habitude des prévisions à long terme. Et c'est ainsi qu'est apparue la notion de monde VUCA. Alors, il faut savoir que on en vit en fait une crise qui est c'est vrai, assez importante. On va aujourd'hui parler beaucoup plus du rebond, mais j'aimerais bien remettre un petit peu ça en perspective. Dans la systémique, c'est-à-dire quand on regarde comment se transformer et qu'est-ce qui génère en fait les transformations dans les entreprises, on voit que très souvent la transformation est forcée. Elle survient à côté d'une crise et à cause d'une crise. Mais cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Donc le rebond, il faut bien comprendre qu'il arrive plus tard. La première phase, c'est plutôt une phase de stupéfaction. La deuxième, c'est une phase d'acceptation. Et après, on va commencer en troisième phase, dans une phase de rebond et après de mise en route pour revenir dans un état un peu plus stable. Bien qu'un état stable dans un monde VUCA, il faut se poser la question. Alors je dis juste parce que ça va être un petit peu le fil de tout ça. Ce rebond, c'est intéressant de le mettre aussi dans un autre contexte. Là aussi, en systémique, les Américains ont développé un concept qui dit il y a une certaine homéostasie, c'est-à-dire que l'entreprise, en général, est dans une organisation assez confortable, assez figée. Or, il y a des moments qui peuvent être liés à une crise où il va y avoir une période de changement. Et cette période de changement, elle a aussi 4 phases. La première, c'est une sorte de dégel. Donc, il y a un dégel tout d'un coup. Ensuite, ça permet de bouger. Et il faut savoir que ça va regeler après. Donc, c'est ce qu'ils appellent unfreeze, move, refreeze. Donc, il faut bien savoir que cette crise nous a mis dans une période de dégel et que c'est aussi
l'opportunité, c'est pendant cette période de dégel que les choses peuvent bouger. Et donc, dans les phases de rebond, là, on est dans la troisième phase, si vous avez, d'après ce que je vous expliquais, il y aura d'abord faire face, c'est-à-dire, bon, bah, ok, maintenant on voit la situation, essayer de la comprendre, et puis après de la dépasser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Et pour ça, c'est ce que Tristan va appuyer assez fortement, c'est comprendre que, ok, c'est peut-être VUCA, mais en tout cas, il faut avoir de l'information, du renseignement. Oui, c'est, je pense, très important aujourd'hui d'avoir cette structuration stratégique, mais les décisions que vous allez avoir à prendre au quotidien, elles doivent être prises pas par des intuitions poétiques prises au sommet d'une tour d'ivoire. Il faut ancrer votre pilotage sur la réalité du terrain. Or, la période actuelle est une période de brouillard. On voit pas bien comment ça va bouger, on voit pas bien qui va survivre, qui va mourir. Donc, c'est vraiment le moment d'acquérir une culture de l'information, du renseignement même. Alors, je fais toujours une différence entre le renseignement et l'espionnage. Le renseignement, c'est on acquiert de l'information de façon légale. L'espionnage, c'est illégal. Donc, je veux désacraliser un peu, enfin, enlever le piège qu'il y a derrière ce mot renseignement, mais dans le sens positif. Et la veille, évidemment, donc la veille, c'est du renseignement avec des processus de mise à jour. Donc c'est ultra important dans votre quotidien aujourd'hui pour pouvoir rebondir, c'est d'avoir de l'info et avoir mis en place des processus d'acquisition de l'info. Alors pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant Peut-être une petite définition là qu'on a trouvée qui est simplement liée à la crise. Hein, mais ce qui est intéressant dans cette définition qui a été faite par l'INRS, c'est que donc la crise, je vous la laisse lire, je ne vais pas vous la lire, mais ce que j'aime, c'est le fait que c'est un système qui dépasse les capacités habituelles de réponse du système, c'est-à-dire de l'entreprise, et qui en plus évolue dans le temps et pas limité dans l'espace. Donc là, ça rappelle VUCA, mais on se rend compte que de toute façon, comme ça nous dépasse, il va falloir qu'on essaie de s'organiser différemment et d'aller chercher aussi de l'information. Alors, crise, c'est un accélérateur d'obsolescence. C'est-à-dire qu'on va vivre un moment tout à fait darwinien. Les forts vont survivre, peut-être même vont devenir plus forts, et les faibles vont disparaître. C'est comme ça, malgré toute une batterie de mesures d'amortisseurs qui sont mises en place, on peut quand même s'attendre à ce type d'évolution. J'ai dû citer ma source, mais la crise, c'est aussi le moment où l'on mesure le coût d'inaction. C'est une phrase de Bill Gates qui disait ça à propos de la crise sanitaire. J'ai trouvé ça très très synthétique et très malin. Oui, c'est dans ces moments-là, si vous restez figé, stupéfait, que l'addition risque de s'alourdir. Donc, je pense qu'il faut maintenant, et je renfonce le clou, acquérir l'info pour pouvoir agir en conséquence, pour pouvoir sortir de la situation actuelle. Alors, pourquoi et quand rebondir, mon cher Arnaud? Alors, c'est évident, à un moment, il faut réagir. Donc, en fait, comment réagir par rapport à ça? C'est sûr que plus prosaïquement, parfois, c'est pour survivre. On se rend bien compte qu'il va falloir bouger un certain nombre de choses. Ça, c'est c'est presque un réflexe. Après, on peut profiter aussi de ces moments-là pour s'améliorer, parce que, comme je vous le disais, comme on est dans la période de dégel et qu'on peut bouger un certain nombre de paramètres, c'est aussi le temps de la réflexion et de se dire, est-ce que c'est pas le moment pour s'améliorer? Ou, comme on le voit sur le point d'après, pour s'adapter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que globalement, quand on y a l'histoire du rebond, je pense qu'il faut se poser la question, dire c'est bien, mais rebondir pour aller où? Il y a deux scénarios. On peut décider de rebondir pour se retrouver dans la même situation qu'avant, en espérant que tout va redevenir comme avant. Mais comme on sait que c'est un monde VUCA et qu'il y a des profondes transformations, c'est peut-être pas là qu'on va rebondir. On va peut-être rebondir sur d'autres endroits. Donc, c'est ça aussi l'adaptation. C'est prendre le temps de réfléchir en disant qu'est-ce que je veux être? En quoi ma société, par exemple, peut proposer des choses différentes ou rebondir différemment afin de s'adapter et donc de s'améliorer, c'est-à-dire de changer mon positionnement dans l'environnement dans lequel je me trouve. Oui, dans le s'améliorer et s'adapter, on peut glisser
peut-être aussi, si tu en es d'accord, Arnaud, le concept d'innovation, parce que c'est aussi dans la stratégie de rebond, l'innovation est, à mon avis, une valeur assez centrale, qui est un peu sous-tendue par les deux termes améliorer et adapter. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez lu le livre de Jim Collins, parce qu'il a été publié en plus de 300 000 exemplaires, qui est de l'entreprise, c'est comment passer à un état d'excellence. Il a essayé d'analyser les entreprises qui étaient excellentes, et en fait, un des caractères, il dit, c'est qu'effectivement, c'est des entreprises qui, en permanence, innovent et ont ça, en fait, dans l'adaptation permanente. Donc, c'est un trait de caractère. On n'est pas obligé de s'améliorer simplement à cause de la crise, mais parfois la crise peut être un déclencheur qui fait qu'on va essayer d'être en permanence en train de s'améliorer et de s'adapter. C'est un vrai trait d'excellence en tout cas. Alors le quand, vas-y Tristan. Le quand, oui. Ce genre de questions, finalement, c'est les questions qu'on a l'habitude de repousser, avec lesquels on procrastine de façon très régulière et entêtée. Il se trouve qu'aujourd'hui, on passe un peu moins de temps dans les transports, on est tous bien confinés, bien sages. Je constate que parmi mes interlocuteurs, il y a une forme de disponibilité pour prendre un peu de hauteur, pour faire un pas de côté, pour réfléchir. Et donc le quand, c'est quand on a le temps. Donc ça, c'est assez important. Je pense que le moment que nous traversons crée peut-être pour certains ce laps de temps. Et puis il y a l'autre face aussi de quand on a le temps. C'est-à-dire que ce que Arnaud soulignait, c'est que souvent on oublie de le faire, quoi. Et donc faut trouver le bon moment, voilà, pour entreprendre ces réflexions. Ce qui fait que c'est vrai qu'on peut dire quand on a le temps, et à l'opposé, dans les entreprises excellentes selon Collins, en fait, c'est tout le temps. Eux, c'est tout le temps qu'ils essayent de rebondir et tout le temps d'essayer d'adapter un certain nombre de choses. Mais comme le souligne Tristan, c'est vrai que ça vaut le coup, en tout cas, de se poser un petit peu actuellement et de réfléchir à ce genre de choses. Alors, on va faire le lien avec ce que Tristan va expliquer un peu plus tard. Et on voit, nous, on est convaincus que l'intelligence économique, c'est-à-dire aller chercher de l'information, c'est important. Il y a juste entre les deux, vous voyez, le temps juste de la décision. C'est un concept, je sais que certains d'entre vous sont également à l'APM, vous avez peut-être eu la chance d'écouter le général Desportes qui expliquait comment notamment les commandos se préparent. Et moi, j'ai vu un vrai lien avec l'international, j'ai échangé avec lui après, et il disait, bah oui, on a besoin, nous, les commandos, c'est pareil, d'informations. On comprend bien qu'on va pas être projeté derrière les lignes ennemies sans avoir analysé dans quel environnement on va se retrouver. Et souvent, on le connaît pas, l'environnement. Donc, où il a profondément changé, il faut qu'on sache où se trouvent les ennemis, où se trouvent les batteries, où se trouvent les caméras, dans quel sol on va se retrouver, etc. Donc, il faut, si on veut être efficace, c'est presque suicidaire d'y aller sans avoir de l'information. Donc, dans un environnement incertain, il faut être capable de récupérer de l'information. Mais il y a un autre piège qu'il a souvent rencontré et avec un certain type de caractère et qu'il essaye d'expliquer en disant il y a le juste temps de la décision. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir auparavant dire voilà les informations de base dont j'ai besoin. Mais ça sert à rien de continuer à chercher tout le temps parce que je risque de ne jamais en avoir assez et de plus prendre la décision. Et puis un autre paramètre que vous connaissez tous, que tous les entrepreneurs connaissent, et notamment à l'international, même si on se prépare beaucoup, parfois on trouve sur le terrain une situation qui est différente et donc l'intelligence des personnes va être de s'adapter à une situation qui n'est pas exactement la même. Donc c'est un peu entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est que sans information, c'est pas possible. Donc il faut à la fois aller chercher et définir quelles sont les informations dont j'ai besoin pour rebondir. Et déjà, c'est intéressant de réfléchir à ça. Quelles sont les informations qui vont me permettre de définir mon nouveau positionnement stratégique. Ça, c'est important. Et une fois que j'ai ça, après, j'arrête le temps de la décision et après, je vais pouvoir commencer à me projeter. Oui, la culture de l'information, c'est complètement central. Alors après, de façon très opérationnelle, où est-ce qu'elle est cette information? C'est assez simple. Il y a déjà une énorme partie de l'information qui est détenue par le personnel de l'entreprise. Il y a plein d'infos qui ne sont pas exploitées.
qui sont un peu des champs en jachère. Typiquement, une information que peut avoir un patron de filiale à l'international sur l'état de santé de ses clients. Il peut avoir des signaux faibles en disant « Oh là là, tel distributeur a mis à la porte les 3/4 de son personnel ». Ça a l'air de se passer assez mal. On voit plus un camion sortir de son hangar. Vous voyez, tout ce type d'informations, c'est des signaux que les personnels peuvent avoir sur place, que le dirigeant n'a pas forcément au siège. Mais un nombre de camions qui sort par jour d'un entrepôt situé à Jebel Ali, aux Émirats, c'est un très bon indicateur. Parce qu'on va pas attendre d'avoir les comptes 2020 pour se rendre compte que son client est en train de fondre des plombs. On peut aller gentiment une journée compter les camions qui sortent et qui vont et qui viennent. Vous voyez, de façon très simple, la culture de l'information, c'est ça. C'est quoi les indicateurs qu'on peut avoir avant que le contrôleur de gestion ou la société de garantie type ex-Coface, BPI ou les Hermès, avant qu'ils me signalent que la notation baisse, comment je peux savoir si à long terme je vais pouvoir compter sur tel ou tel distributeur ou agent. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que l'info, elle est très souvent parmi vous. Donc réfléchissez évidemment à l'info qu'il vous faut, mais où est-ce que vous avez une bonne chance de le trouver? Ça, c'est très important, et la plupart du temps, enfin dans de nombreux cas, on va dire, cette information, elle est détenue chez vous, elle est dans vos murs. Donc il suffit d'aller la glaner, à mon sens. Tu as introduit une notion qui est intéressante, c'est que c'est sûr, pour avoir une vision à peu près fiable, il y a l'information temps réel et l'autre information qui est plus de l'information de base, mais qui est pas temps réel. Et c'est tout à fait exact en temps de crise, notamment l'information financière. Il y a un temps de décalage. C'est sûr que vous n'allez pas avoir les résultats des différents partenaires avant un bon bout de temps. Et donc, c'est dans ces périodes de crise que l'information temps réel, donc en général, qui est cherchée sur le terrain, avec votre personnel ou avec des gens dont c'est le métier, qui va vous donner quelque chose de très très fiable. Tout ce qui va être sur papier et avec un temps de latence trop important, donc notamment tout ce qui est juridique et financier, enfin plutôt financier et administratif, eh bien, elle va être moyennement fiable. Donc, elle doit être en général compensée par de l'information temps réel qu'on peut trouver sur Internet et surtout avec un peu plus de recherche en local. Ça, c'est certain. Oui, avec des moyens humains locaux. Avant d'être digitalisée, l'information, elle est d'abord humaine. Après, elle est mise en ligne. Mais voilà, c'est le coup d'œil à la sortie de l'entrepôt. J'aime cette image. C'est important. Et en plus, donc, de se mettre dans l'état d'esprit d'aller chercher ce type d'information, ça va être extrêmement positif dans votre organisation pour tout ce qui est mise à jour. C'est-à-dire que vous allez acquérir un certain nombre d'informations commerciales ou sur votre concurrent ou sur un marché. Mais cette information-là, il faut que vous mettiez en place des process de mise à jour. Eh ben, c'est avec cette culture de l'information et cette capacité à aller chercher de l'info humaine immédiate que vous pourrez mettre en place vos process de mise à jour. C'est vrai que parfois, il suffit simplement de contacter quelqu'un qui est dans l'entreprise sur laquelle vous cherchez l'information, que ce soit un concurrent, un partenaire, voire même un client, pour histoire de faire un stress test et de regarder ce qui est fiable. Quelqu'un qui va être contacté en disant tiens, ça se passe comment chez toi, et ça a beaucoup de valeur parce que les chiffres officiels, on va pas les voir avant très très longtemps et ils vont pas être diffusés par ces partenaires-là en général s'ils vont pas bien. Donc, c'est important d'aller chercher de l'information humaine. Ouais, et cette info, c'est souvent de l'information machine à café aussi. C'est-à-dire que si vous gardez un lien avec des conversations un peu informelles avec vos personnels qui sont détachés dans des pays lointains, ces small talks que vous pourrez avoir, alors non plus en voyageant maintenant, mais enfin en tout cas un peu moins, mais en faisant des conversations numériques de façon régulière, vous allez avoir ce sous-jacent, vous allez avoir cette texture du contexte. Ça va être une façon aussi d'aller chercher l'info.
sans harasser vos personnels avec des tableurs Excel de reporting qui sont dans lesquels il est extrêmement difficile de mettre tout ce qu'on veut et qui peuvent faire perdre pas mal de temps. Il faut privilégier le small talk, il faut privilégier l'entretien informel, d'abord parce que ça fait du lien humain et quand on est loin ça fait du bien, et que dans ce small talk, dans cette conversation machine à café, il y a une information qui est précieuse pour vous. Surtout que tu as raison. Vas-y. Surtout que dans cette période, les gens ont besoin de parler. Donc, c'est peut-être plus facile de le faire en les contactant que d'ailleurs la machine à café, parce qu'à 2 mètres de distance des uns des autres, il y aura moins de personnes autour de la machine à café. C'est sûr. Au téléphone, les gens sont très, très preneurs et c'est logique psychologiquement de discuter. Alors, comment rebondir? Alors, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est bien, on va gagner un peu de temps sur cette slide, mais je pense que c'est ultra intéressant de réfléchir en disant quel est le positionnement idéal que je veux avoir. Parce que je vous l'ai redit, dans cette période de dégel, je peux réfléchir, en tout cas ça vaut le coup de réfléchir à nouveau sur quelle est ma vision et en quoi cette vision va être impactée et du coup ma stratégie. Mais il est probable que je puisse changer énormément de paramètres. Et en tout cas, que je décide de changer les paramètres, mais de toute façon, tous les paramètres qui m'entourent, que ce soit la concurrence, le marché, la taille de marché, les conditions, tout a changé. Globalement, c'est ça. Donc après, on peut dire, tiens, il faudra faire un stress test. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une opportunité unique, au moins de vérifier son système, voire éventuellement de le changer, alors de le changer pour quelque chose de plus intéressant, bien entendu. Et du coup, ça implique que les modèles de développement peuvent être différents. Alors, la valeur ajoutée, la chaîne de valeur ajoutée, il faut regarder. Peut-être que par la crise, en fait, a généré un positionnement stratégique qui peut être différent. Tristan l'a évoqué tout à l'heure. Si certains concurrents ont disparu ou vont pas bien, ça change tout. Ça change tout parce que vous n'avez plus le même environnement concurrentiel. Donc, peut-être que ça va affecter les prix ou peut-être que vous allez avoir des nouveaux produits ou des nouvelles opportunités à ce niveau-là. Il est possible aussi, si je reste sur la concurrence, et si vous avez de la chance d'avoir du cash ou de l'accès au crédit, eh bien, vous êtes dans une position incroyable pour avoir des opportunités de croissance externe que vous n'auriez eu absolument pas il y a 6 mois. Donc, rien que ça, vous voyez, c'est une idée. Si vous avez un capital humain énorme, c'est-à-dire que votre entreprise a un personnel hyper fiable, hyper motivé, que vous avez bien su accompagner pendant la crise, ils vont repartir, mais hyper motivés, hyper fiables. Bah, ça, par les temps qui courent, c'est une vraie valeur ajoutée. Vos concurrents ne seront pas tous dans ce même cas. C'est pas vrai, c'est très compliqué. On verra les entreprises qui ont réussi à garantir, à développer même parfois leur capital humain et ceux qui vont se retrouver avec un capital humain un peu amoindri. Un sujet qui est cher à Tristan aussi, l'innovation. Si vous êtes une entreprise particulièrement innovante, bah, vous aurez probablement des capacités de rebondir ou de trouver des nouvelles solutions ou des nouveaux produits par rapport à une situation qui est différente. Vous allez voilà. Alors, point très important, si vous avez déjà des réseaux à l'étranger, par vos partenaires ou parce que vous avez déjà des filiales, vous vous rendez compte de l'avantage compétitif que ça vous donne par rapport à des concurrents, allemands ou autres, ou américains, qui, eux, ne sont pas sur place. Il y a impossibilité de voyager physiquement pendant encore de nombreux mois. Et même, ça va changer durablement. Si vous avez une partie de vos effectifs sur place, c'est un élément déterminant. Alors, soit en direct, soit avec vos partenaires qui ont des filiales ou pourquoi pas, par exemple, le groupe Salveo qui, avec la DIT, est très présent. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté local va être beaucoup plus important qu'avant. Si vous l'avez, vous avez un avantage concurrentiel que vous n'aviez pas avant. Quels nouveaux canaux? Alors, quels nouveaux clients? Vous avez peut-être des nouveaux clients. Vous avez peut-être aussi des nouveaux pays, parce que les pays que vous travailliez avant sont peut-être plus les plus intéressants aujourd'hui. Hervé a fait un post, Hervé Drouillard, notre président, a fait un post ce matin sur LinkedIn par rapport au truc du MOSI, où on voit les entreprises qui vont le plus souffrir de la crise et ceux qui rebondissent le plus. Alors, il n'y a pas beaucoup c'est certes, c'est surtout l'Asie, éventuellement Moyen-Orient qui va le plus s'en sortir. Mais auparavant, on disait, oh, ce qu'il y a de plus sûr, c'est l'Europe. L'Europe et les États-Unis. Eh bien, là, c'est en train de changer. Donc, peut-être qu'il va falloir regarder à nouveau quels clients, quel pays et quels canaux. Est-ce qu'on fait plus de direct? Est-ce qu'on va devoir développer le e-commerce? Donc, tout ça change, et ce qui fait que tout le plan stratégique de développement international va devoir évoluer. Et ça me permet de repasser la parole à Tristan, parce que ça, on le ressent, on le pressent, c'est presque une évidence. Mais bon, ceci dit, il faut vraiment travailler la veille et chercher les éléments.
Parce que, ok, je vois que je peux rebondir, mais il faut que je réfléchisse comment et avec quel élément. Il faut que je confronte ça à la réalité. Oui, on parle de rebond, donc je vais rebondir sur ce que tu as évoqué sur le capital humain. Il va y avoir des opportunités. Je vous donne 2 exemples. Aux États-Unis ou en Allemagne, il y a 3 mois, recruter un sales representative, c'était l'enfer. D'accord. Les bons vendeurs, il n'y en avait pas de disponibles. Il y avait que des bras cassés sur le marché, voire même pas les bras cassés. Donc il fallait payer des sommes terribles pour construire une force de vente nord-américaine. Aujourd'hui, la donne va changer, donc il va y avoir des opportunités. Voilà, c'est ça. Donc il faut aussi trouver donc le partenaire qui va vous permettre de trouver ces talents, de les détecter et de les prendre rapidement parce qu'ils vont pas rester longtemps disponibles. Donc ça, c'est une petite remarque. Veille technologique et concurrentielle, c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut mettre le paquet pour ne pas s'engager sur des impasses. Ne pas aller dans des pays dans lesquels vous allez retrouver une intensité concurrentielle beaucoup trop forte ou des incapacités d'agir réglementaires. Donc c'est réellement important. Il faut faire des arbitrages, il faut hiérarchiser ses priorités. Je vois 3 temps, c'est ce que j'ai mis sur la droite. Il y a la gestion de la crise, donc certes avec l'aspect gestion du risque. Appréhension des nouvelles formes de réflexion sur la sécurité. Donc, il y a la sécurité des personnels qui travaillent dans votre entreprise. Alors, vous êtes obligé de prendre des décisions aujourd'hui. Voilà, sécurité sanitaire. Après, il y a la sécurité physique dans certains pays qui va être évoquée. Les rapatriements sont difficiles. Notre société sœur Géos, au sein du groupe Adit, aujourd'hui effectue un nombre absolument record de rapatriements parce que des personnels confinés dans des pays lointains, distants et complexes craquent. Et c'est à l'entreprise de les rapatrier. Voilà, donc ça c'est la gestion de la crise dans l'immédiat. Après, gérer la reprise, ça va être un deuxième temps. Il y a des aspects techniques super importants là-dessus. Vous arrêtez une usine, c'est pas comme une voiture, ça se redémarre pas d'un simple coup de clé. C'est comment est-ce que je remonte en puissance, comment est-ce que je réalimente ma supply chain, voilà, et comment est-ce que je fais ça dans le timing qui va correspondre à la reprise d'activité de mes clients. Donc ça c'est compliqué, c'est aussi du fine tuning. Il faut régler plein de petits détails. Ça va pas être simple. Et la troisième étape, donc c'est gérer la transformation. C'est on lève un peu le nez de la copie, on analyse et on va replacer ces décisions, ces arbitrages vers d'autres, peut-être vers d'autres destinations ou vers d'autres métiers ou dans d'autres produits que ceux d'aujourd'hui. Donc voilà, stratégie de rebond. Comment rebondir? C'est se poser des questions, chercher de l'info et hiérarchiser dans le temps. Donc il y a l'immédiateté de la crise, la reprise, puis la transformation. C'est avoir cette approche un petit peu en matrice croisée qui va vous permettre de redémarrer très vite. Info, je reviens sur l'information, vous allez dire que c'est une marotte chez moi, mais ça l'est un peu. Ça a été théorisé quand même, cette histoire d'importance de l'information. Ça a été théorisé par quelqu'un qui est très médiatique en ce moment, qui est Stiglitz. Il a même eu un prix Nobel d'économie là-dessus. C'est aujourd'hui ce qui fait gagner, c'est l'asymétrie de l'information. C'est-à-dire que si vous détenez plus d'infos que vos concurrents, vous allez gagner. Voilà, ça il a valu un prix Nobel. Donc ça vaut le coup d'en lire les grands principes sur Wikipédia. Ce que je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est quand même très intéressant. Et ça donne à réfléchir. C'est super intéressant. C'est même quelque chose qui était au cœur de Sun Tzu. Sun Tzu qu'on connaît tous, l'art de la guerre. Et comme on parle beaucoup de la guerre actuellement, en situation de guerre, tout tourne autour de l'information. Et c'est vraiment connais-toi toi-même, connais l'ennemi, connais le battleground, le terrain de bataille, c'est-à-dire et de l'information surtout, et la victoire est à portée de main. Ça, c'est un des grands enseignements. C'est-à-dire que sans information, quelque part, on est aveugle. Et si on est aveugle, c'est un petit peu embêtant. Et il faut absolument aller chercher de l'information pour reconstituer une image, un peu comme du pointillisme, au fur et à mesure, et qui permet à un moment de voir suffisamment clair pour prendre des décisions et faire des arbitrages, oui, c'est sûr. Du coup, je crois qu'on l'a déjà pas mal expliqué, mais donc dans un monde VUCA, suivre en permanence le changement, parce que
on peut dire que la crise a été un déclencheur, mais si on pousse le bouchon un peu plus loin, on peut imaginer que ça va pas s'arrêter là. On sait qu'il peut y avoir des reprises de cette crise épidémiologique, mais il peut y avoir d'autres types de crises, qui fait que c'est tout juste s'il faut pas commencer à incorporer, ça s'appelle d'ailleurs du constructivisme, cette notion d'agilité permanente dans la construction même de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut suivre le changement pour comprendre ce qui se passe et essayer d'avoir un petit peu de longueur d'avance sur éventuellement ses concurrents. Et en tout cas, c'est cette information-là qui va venir ensuite alimenter non seulement la réflexion, mais après la mise en œuvre de stratégies, donc ça peut être des tactiques d'attaque et aussi de défense. Parce que on n'est pas dans un monde de bisounours, et cette situation qu'on est en train de décrire, elle est vraie, tout est mondialisé. Donc il y a aussi des concurrents et aussi d'autres acteurs qui vont essayer de se positionner. Ce qu'on risque de voir arriver aussi, et je pense que Tristan en parlera tout à l'heure, c'est que on va avoir encore plus de protectionnisme. Donc plus de protectionnisme implique qu'il y aura beaucoup plus de guerre économique. Il y a de fortes à parier. Ah, zut, j'ai plus l'image. T'as plus l'image, mais on a le son, c'est parfait. Oh, d'accord, ok. C'est parfait. Donc tout ça va se développer, et donc il va falloir s'habituer à ce genre de situation. Oui, alors moi ces informations clés pour pouvoir piloter le rebond, je les ai regroupées on va dire en 3 grandes familles sur lesquelles je vous recommande de faire quand même de la collecte en ce moment. Il y a évidemment de la veille concurrentielle, c'est-à-dire savoir quel est l'ennemi, pour reprendre la parabole militaire de mon camarade Arnaud. C'est super important. Comment il se déplace, vers quelle techno il s'oriente, où est-ce qu'il met ses budgets de R&D. Aujourd'hui, c'est un vrai truc important. Si vous arrivez à savoir combien votre concurrent sud-coréen met d'argent sur les médicaments de traitement du diabète, vous allez peut-être savoir si oui ou non s'il n'est pas encore un concurrent, s'il risque de le devenir. Vous voyez. Après, c'est identifier les tendances lourdes. Alors, il faut aujourd'hui se prendre un petit peu de recul et essayer de voir ce qui va bouger. C'est sûr que la période difficile que nous traversons, je vous l'ai dit en tout début de cette conférence, ça va accélérer l'obsolescence. Ce que nous sommes en train de vivre et en train de faire à l'instant précis maintenant, tous, se voir comme ça en numérique, ça va accélérer la digitalisation qui était déjà en marche, mais je pense qu'on peut durablement penser que certaines modalités de travail, modalités de convivialité peuvent changer parce qu'on aura appris, parce qu'on se sera adapté à ces contraintes. Donc ça, c'est une tendance lourde. Le protectionnisme, comme tu le disais, aujourd'hui, on va s'orienter vers un nationalisme économique important. Alors on parle tarte à la crème de la relocalisation. Relocalisation, moi, ça me fait un tout petit peu rigoler parce que est-ce qu'on va décider, est-ce que vous allez, vous les entrepreneurs, décider de construire en France des usines sur le même modèle que les usines qui ont été construites il y a 20 ans en Chine, qui elles-mêmes étaient construites sur le modèle de vos usines il y a 20 ans encore avant? Non, évidemment que non, ça va pas se passer comme ça. Il faut donc, s'il y a relocalisation, ce sera avec de nouvelles formes, avec de nouvelles technos. On va pas recopier à l'envers ou rembobiner à l'envers le fil de l'histoire. Ça n'est jamais arrivé et ça n'aura pas lieu comme ça. Mais oui, il faudra que vous pensiez en termes de souveraineté, qu'est-ce que je peux avoir loin, qu'est-ce que je ne peux pas avoir loin, où est-ce que je peux m'exposer à un risque politique, est-ce que à vous dépendre totalement d'un seul pays comme la Chine, est-ce que c'est raisonnable dans mon organisation ou pas? Aujourd'hui, les labos pharmaceutiques se font taper sur les doigts. Ah, vous avez tout mis en Chine. Bon, très bien. On sait plus faire de paracétamol. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va remonter des usines en France demain. Mais non. Pour remonter une usine en France, vous allez monter un dossier ICPE, installation classée protection de l'environnement. C'est 3 ans.
3 ans, avec enquête publique, avec permis de construire, avec tout ça. Donc, il faut, on s'énerve, on crie, on saute sur sa chaise en disant relocalisation, 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 mais c'est pas réaliste. Voilà. Donc, la troisième catégorie aussi d'informations dont je voulais vous parler, qui me semble important à regarder, c'est les pain points, les points douloureux, les points de douleur. Essayez de penser votre organisation dans son démarrage aujourd'hui, dans cette période un peu compliquée. Où est-ce que ça fait mal et où est-ce qu'il faut concentrer les efforts pour s'améliorer, pour évoluer, pour s'adapter. Ça voilà. C'est avec ces 3 blocs, donc la veille concurrentielle, l'intelligence chez l'ennemi, les tendances de marché, donc ça c'est la veille économique, et l'introspection en disant où est-ce que j'ai un petit peu mal, où est-ce que ça coince, l'arthrose, etc. Avec ces 3 groupes d'informations, si vous avez une approche un peu systématique, vous aurez en main tout ce qu'il faut pour innover, tout ce qu'il faut pour évoluer, tout ce qu'il faut pour vous adapter, et donc pour rebondir. Tristan, on a été tous les deux d'accord sur le point 3 aussi, qu'on n'a pas évoqué là tout à l'heure, sur le pilotage en mode projet et savoir se faire accompagner. Tout simplement parce que cette phase de réflexion, elle est très importante. Il faut aller chercher de l'expertise, il faut aller chercher de la donnée, on l'a vu. Et c'est tellement difficile, il faut se faire accompagner même dans le pilotage, parce que sinon il va y avoir des biais, notamment cognitifs, qui fait qu'on risque d'analyser la situation beaucoup trop au travers de sa propre situation, de sa propre entreprise. Et c'est bien d'avoir des regards extérieurs pour aider à analyser et à appréhender en fait ces types de problèmes qui vont venir alimenter votre réflexion et votre stratégie de rebond. Et c'est assez important de le faire comme ça. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. On a l'air de dire exactement le contraire de ce que je vous ai dit au début. C'est-à-dire, on a l'air de dire, moi je vous ai dit que l'information, elle était énormément déjà chez vous. C'est vrai, il y en a énormément, il faut pas l'oublier. Les biais cognitifs dont parle Arnaud, c'est très simple. Hein. Vous voulez savoir sur quel terrain vous êtes attendu par vos clients. Est-ce que vous êtes attendu sur la prévente? Est-ce que vous êtes attendu sur le prix? Est-ce que vous êtes attendu sur le délai de livraison? Est-ce que vous êtes attendu sur les performances techniques de votre produit ou de votre service? Si vous envoyez votre commercial aller chez ses clients poser la question, alors est-ce que tu m'entends plus sur ça, évidemment qu'il va revenir, bah oui, mais il faut faire un effort sur le prix. Voilà, ça c'est évident. Donc il y a un biais qui est donc c'est là où c'est important de faire intervenir un tiers ou d'avancer masqué pour aller chercher l'info en off. Alors il y a la rumeur aujourd'hui, la rumeur, le non-dit, il est souvent dit sur les réseaux sociaux, donc il faut savoir aller chercher l'info sur les réseaux sociaux. On utilise des algorithmes de recherche qui vont capter cette rumeur. Des forums de discussion, etc. Donc ça permet d'avoir une idée. Il y a des outils après de sollicitation numérique, des outils qu'on utilise pour aller faire réagir les stakeholders, les parties prenantes à telle ou telle problématique, à tel ou tel produit, pour qu'ils émettent un avis. Est-ce que pour vous pour des semences agricoles en Russie, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est la résistance aux parasites ou est-ce que c'est la précocité? Quel est, par l'ordre de priorité, ce que vous, acheteurs des grands groupes agro-industriels russes, qu'est-ce que vous mettez en 1? La précocité, c'est-à-dire précocité en saison, parce que il faut que le maïs y sorte avant le mois de juillet, le mois d'août, ou alors il faut qu'il soit auto-immune contre certaines mousses, certains insectes, certains parasites. Vous voyez, et ça vous permettra, vous, semenciers français, de dire bon bah ok, je fais mes sélections d'espèces variétales sur du super précoce, parce que les Russes, ils veulent pas prendre le risque d'un hiver précoce, ou alors, autre exemple, au Moyen-Orient, la précocité c'est important aussi pour le maïs parce que ça permet de moins arroser. Vous voyez, donc
cette information-là, c'est assez difficile pour vous d'aller la chercher seul parce que il y aura toujours du parasitage. Il faut aller chercher un témoignage. Il faut aller chercher un témoignage par un tiers pour éviter ces biais cognitifs. J'insiste vraiment là-dessus parce que la sincérité de l'information, c'est sa qualité. Ça, c'est ultra important. Donc, éviter les biais cognitifs et aussi, chose que nous pratiquons notre métier, c'est la méthode du double aveugle, hein, c'est de croiser. On fait intervenir un premier investigateur qui va poser des questions à une première source et puis on pose, sans que l'un et l'autre se connaissent, on pose la même question à une autre qui va intervenir auprès de la même source et voir si on a 2 fois le même message. Je vous assure, c'est assez surprenant la versatilité et voilà. Et ça rend une moyenne qu'on arrive à se faire une idée des vraies attentes ou d'une réalité économique ou d'une réputation. Voilà. C'est des méthodes d'intelligence, des méthodes de renseignement qui sont aujourd'hui super utiles pour vous aider à piloter convenablement votre bon. Ce que nous voulions évoquer par ce point-là, en fait, c'est que c'est très important d'élargir la base de réflexion, la base même de vision et les sources d'information pour comprendre l'environnement et se transformer. Et d'ailleurs, dans toute transformation, c'est important aussi d'avoir un effet miroir. Et c'est pas totalement neutre. Nous pensons que si beaucoup de conseils maintenant sont également coach, parce que c'est plus une question de posture que du coaching pur, mais c'est parce qu'en fait, il faut co-construire avec l'entreprise l'avenir. Et ça, il faut à la fois s'appuyer sur toutes les forces vives de l'entreprise et sa culture et sa vision, etc., et incorporer beaucoup d'éléments extérieurs pour en fait recomposer quelque chose d'adapté à la nouvelle situation. Donc ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup en tout cas. Eh bien, super, on arrive déjà à la slide de conclusion, ce qui va permettre de nous laisser pas mal de temps pour les questions-réponses. Donc ça, c'est mieux. Plus c'est court, plus c'est efficace en général. Donc c'est vraiment une synthèse, puisque vous voyez que sur la stratégie de rebond, il faut le voir aussi comme quelque chose qui permet d'appréhender le futur et qui permet de se réinventer. Donc il faut se reposer toutes les questions de base, faire une sorte de stress test en disant ben voilà, mais dans le monde d'après, si c'est un monde d'après, mais en tout cas, c'est pas tout à fait le même qu'avant, hein, il est profondément changé. Et ben, c'est quel client, quel fournisseur, quel environnement concurrentiel, quels sont les pays prioritaires, comment il va évoluer aussi. Il faut essayer de commencer à prévoir un certain nombre de choses et aussi élaborer des scénarios plus que des prévisions. J'en parle beaucoup actuellement parce qu'on l'a vu dans un monde VUCA. C'est très très difficile de faire des prévisions. La mode à l'ancienne, quand on est dans un environnement instable, de dire bon bah ça va évoluer comme ça et du coup je vais avoir tant de pourcentage de parts de marché et faire ça. Ça marchait aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc c'est plus intéressant de dire bah voilà quels vont être les différents scénarios de sortie de crise et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux imaginer et comment je peux m'adapter. Puis au fur et à mesure que l'actualité change, on va avoir quelque chose de beaucoup plus probable et on aura déjà travaillé ça. De toute façon, il va falloir quand même à un moment revenir dans quelque chose donc on va revenir sur du regel une fois que ça aura bougé, parce que même avec vos partenaires financiers et pour vous-même, il va bien falloir réadapter quelque part vos business plans et vos financements. Et ça va être basé sur une réalité. Et donc, il y a fort à parier que toutes vos prévisions de chiffre d'affaires et votre positionnement stratégique, il faut l'analyser et il va évoluer peu ou beaucoup, mais il va évoluer. Donc, cette stratégie de rebond, c'est commencer à y réfléchir et mettre en place aujourd'hui déjà un certain nombre de choses. Je sais que Tristan, on parle souvent du risque. Hein. Le risque, on ne peut pas tout dérisquer. Par contre, c'est intéressant de les avoir identifiés et puis après de choisir ceux qu'on accepte et ceux qu'on refuse. Et en tout cas, quand on accepte du risque, il faut s'assurer qu'il soit financé. Donc, là où il y a du risque, il faut être sûr de pouvoir avoir une marge supérieure pour couvrir ce risque. Ça, c'est quelque chose qui est important. Vas-y, tu peux rajouter quelque chose, Tristan. Oui. Les risques changent de taille et de nature en ce moment, très clairement. Hein. Vous aviez peut-être fait, ou de façon systématique ou instinctive, vous aviez peut-être au sein de vos entreprises fait des cartographies de risque, des évaluations de risque. Aujourd'hui, tout change. C'est-à-dire que la santé financière de vos clients va évoluer très vite. Ok, ça on en a déjà parlé.
comment est-ce que je vais, il faut se poser la question, comment est-ce que je vais éviter de me prendre des ardoises auprès de mes clients classiques, même si ça fait 25 ans que je bosse merveilleusement avec Monsieur Diallo à Dakar, qui me distribue avec succès mes produits sur le marché ouest-africain, est-ce qu'il va tenir? Et comment est-ce que je vais savoir avant de prendre la baffe? Ça, c'est très important. Il en va de même pour les fournisseurs. Les fournisseurs, alors il y a l'exemple tragicomique des fournisseurs de masques qui font l'arbitrage au mieux offrant sur le tarmac, et à la fin c'est les Américains qui y aillent. Bah oui, les fournisseurs, ils vont. D'abord, est-ce qu'ils vont survivre? C'est la première chose. Et puis, quel est leur niveau de loyauté et à quel risque géopolitique je suis exposé? Si vous achetiez du riz au Vietnam, bah le riz c'est terminé. Voilà, c'est fermé le Vietnam maintenant. Et ils n'exportent plus leur riz, ils font des réserves. C'est dommage, c'était le premier exportateur mondial. Donc les cours du riz ont monté. Contrairement à pas mal de matières premières, ça a monté. Donc vous voyez, il y a tout ça, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, quelles sont les décisions au sein du ministère vietnamien de l'agriculture, au sein du Parti communiste vietnamien, pour comprendre ce qu'ils sont en train de tramer. Voilà, faut aller chercher cette info. L'environnement concurrentiel, on en a largement parlé. Je pense que les concurrents, c'est soit des menaces, soit des cibles. Pensez M&A. Si vous avez possibilité de lever de l'argent, si vous avez du cash, de la trésor, il va y avoir des possibilités très importantes qui vont se présenter. Des marchés où il était difficile pour les Français d'entrer, je pense, qui est tout simple, tout près, qui est l'Allemagne. Qui est un marché ultra saturé sur tous les segments, et en plus où le Françaoui ou le Françoise est pas considéré comme quelqu'un d'ultra sérieux. Acquérir des parts de marché en Allemagne, une des façons les plus simples, rien n'est simple, enfin, où la garantie de succès est la plus forte, c'est une acquisition. Donc il y aura sûrement des positions à prendre chez nos cousins d'outre-Rhin. Voilà, donc ça c'est le côté opportunité dont tu parles. Je pense qu'il faut se dégeler, comme tu dis Arnaud. Faut se détendre et être en mode, allez, c'est pas un joli mot, mais en mode rapace, quoi, vautour. Il faut aller chercher les opportunités. Il va y avoir des bons coups à tirer. En gros, sans aller jusque-là, ce qui est certain, c'est qu'il y a ceux qui vont laisser faire les choses en attendant de voir comment ça va se regeler et comment je serai dans cette position-là, mais ils pourront plus bouger. Puis il y a ceux qui vont être un peu plus acteurs. Et ceux qui vont être acteurs et qui réfléchissent dès aujourd'hui, qui récupèrent les informations pour apprendre à réfléchir, à faire une stratégie, quelque part, ils vont redéfinir de nouvelles priorités, des nouvelles offres, ils vont devoir adapter leur organisation aussi. Ça, ce serait le cas d'un autre séminaire, on peut vraiment en parler, parce que ne serait-ce que d'un point de vue approche commerciale des pays, ça va totalement bouleverser la donne. Donc, ça va rebattre les cartes. Donc, tout va changer. Par contre, il y a des arbitrages à faire et quelque part, l'entreprise peut reprendre un peu la main. C'est le moment où on peut reprendre le contrôle et saisir les opportunités. C'est pour ça qu'on a rajouté le O de VUCAO, c'est que quelque part, quand on arrive à être agile et être un peu plus adapté à un monde VUCA, il y a beaucoup d'opportunités qui apparaissent. Et c'est triste à dire, mais c'est rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que c'est toujours les entreprises les plus innovantes, avec le meilleur capital humain, avec le plus de cash, etc. C'est toujours les mêmes qui sont les plus agiles et les plus à même de survivre et se développer dans cet environnement-là. Mais ça vient pas tout seul. Donc c'est une question, c'est une volonté managériale, c'est une vision, c'est une stratégie, et il faut aussi, vous pouvez être accompagné par certaines personnes pour faire ça, parce que c'est une véritable transformation. Ok, écoute, merci beaucoup Arnaud pour ce mot de conclusion. Aurélien, y a-t-il des questions ? Alors, s'il y a des questions, oui, on en a une que j'ai notée. Après, on va inviter toutes les personnes qui sont dans le chat et qui échangent beaucoup depuis le début de la conférence à nous en poser maintenant. Il y a eu beaucoup d'échanges. Est-ce que maintenant, vous avez des questions que vous souhaiteriez adresser à nos deux experts? Moi, j'en ai noté une qui a été posée par Olivier qui nous demande un problème de points. Certains redouteraient une crise avant la crise. Franchement, je ricanais en les prenant pour des Cassandres. Aujourd'hui, je ricane moins. Comment faire la part des choses? On n'en finit plus d'écouter les signaux faibles.
Ah, c'est intéressant. Je lisais un article il y a 2 jours sur les signes noirs, par exemple, en disant, tiens, les signes noirs, vous savez, c'est l'événement totalement imprévu qui change totalement la donne et bon, qui est effectivement compliqué. Alors on peut, un des moyens de détecter les signes noirs, c'est notamment d'écouter les signaux faibles. Ok, parce qu'on a tendance, là aussi c'est un biais cognitif, à ne pas y croire. Regardez même sur la crise, la pandémie actuelle, on voyait qu'elle était déjà en Chine. Personne n'a vraiment dit, mais en fait, ça va arriver et nous on va être touchés comme ça. On n'a pas assez anticipé. Donc, et dans un monde VUCA, justement, il y a de plus en plus de signes noirs. Donc, alors ça, c'est une conviction personnelle, et je parlais de constructivisme tout à l'heure, mais l'enjeu, c'est d'introduire en fait dans l'organisation et dans le fonctionnement de l'entreprise une certaine flexibilité, parce qu'on ne sait pas d'où ça va venir, mais il faut se réinventer beaucoup plus souvent qu'avant. Donc en fait, c'est ça, il y a plein de signaux faibles qu'il faut savoir écouter, et il faut surtout, voilà, s'adapter en permanence, c'est une des clés. Mais là encore, sans information, c'est difficile. Moi, je suis pas alors, j'ai pas beaucoup d'expérience sur l'écoute des signaux faibles. Pour moi, les signaux, ils sont forts. Il faut s'intéresser aux signaux forts. Je vous en parlais là, le nombre de camions qui sortent d'un entrepôt à Jebel Ali, bah oui, c'est un signal fort, ça. Alors, ça peut sembler un signal faible, mais c'est super fort. Ce qu'il faut, c'est caractériser l'information qu'on veut. Il faut que l'information elle soit indiscutable, qu'elle soit vérifiée, corroborée. Oui, écouter des signaux faibles, un peu abscons, de maintenant à éventuellement la possibilité d'un peut-être. On n'a pas le temps, quoi. Enfin, personne n'a le temps de faire ça. Non, ce qu'il faut, c'est se poser la question, c'est je veux quelle info. C'est quoi l'information qui va me permettre de réfléchir, qui va me permettre d'asseoir une décision sur de l'intangible. Ça, je crois que c'est signal faible. On prend des baffes tellement fortes en ce moment que bon, moi non, je crois qu'il faut vraiment se dire j'ai besoin de quoi pour décider. Est-ce que cette information est accessible en interne et sinon à qui je demande pour aller la chercher. Voilà, tout simplement. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Tristan. L'enjeu, c'est de dire quelles sont les décisions, les informations importantes que je dois avoir en permanence pour prendre une décision rapide et pas simplement en écoutant des signaux faibles. C'est-à-dire qu'il faut prendre la main. Si on n'écoute que les signaux faibles, qui souvent arrivent de façon assez diffuse et par la presse, etc., c'est compliqué. Donc, il faut un peu changer sa façon de construire sa vision et sa stratégie, c'est vrai. Et fort à parier que ça va continuer à s'accélérer. Donc, c'est un véritable enjeu de transformation permanente, quelque part. Très bien. Alors, une autre question de Pascal. Le monde n'a-t-il pas toujours été, relativement aux époques, VUCA? Si. Mais il est de plus en plus. Et il est de plus en plus. Et parce qu'en fait, ce qui a beaucoup changé les choses, c'est la durée, la notion de temps. Je sais pas, vous reprenez les périodes, regardez ne serait-ce que les 30 glorieuses. Pendant les 30 glorieuses, il y a quand même une certaine stabilité dans la croissance qui a permis de faire des plans. On savait que quand on investissait dans des secteurs qui étaient en croissance, avec une population qui était en croissance, et une économie relativement stable, j'ai bien relativement stable, parce qu'il y a eu les crises pétrolières et des choses comme ça. Bon, mais il y a de plus en plus de signes noirs, il y a de plus en plus d'événements qui sont compliqués et tout est de plus en plus complexe. Et notamment la mondialisation a fait que ça complexifie encore plus. C'est vrai que voilà, ça peut être toujours été VUCA, mais ça l'est de plus en plus. Oui, je suis absolument d'accord avec cette remarque. Le monde a toujours été VUCA. Vous deviez au XVIIe siècle livrer en diligence de l'argenterie à un château à Bourges de Paris. Il fallait traverser des forêts et vous aviez toutes les chances de vous faire braquer et trucider. Donc il y avait des risques, mais ce qui se passe, c'est que compte tenu de la mondialisation, compte tenu de l'extension du terrain de jeu, les risques sont plus nombreux et sont de nature différente. En fonction des régions. C'est-à-dire que quand on n'avait qu'un seul problème de livraison, en disant à chaque fois que je traverse une forêt, je risque de me faire trucider, qu'est-ce que je prends comme mesure sécuritaire pour accompagner mon convoi, et ça devenait une constante logistique.
vous avez dans un monde mondialisé des choses sur l'interculturalité, sur le risque politique, sur le risque physique, comme celui que je viens d'évoquer, parce que ça existe. Vous prenez aujourd'hui, vous envoyez un camion dans le nord du Cameroun en zone Boko Haram. Faut réfléchir à comment on le fait, quoi. Il faut s'organiser, il faut cartographier les zones d'instabilité, voilà. Donc, c'est pas plus VUCA ou moins VUCA, mais c'est plus complexe parce qu'il y a plus de langues, il y a plus de fuseaux horaires, il y a plus de continents, il y a plus de paramètres. Non, mais vous connaissez l'exemple du jean, on en parle même là dans le musée de l'économie à l'ancienne Banque de France, et ça vient, les différents éléments viennent de 60 pays différents. Le jean, je sais plus combien il fait de kilomètres. Tout est mondialisé, tout est beaucoup plus complexe. Il y a plus d'informations, plus d'acteurs, le temps est compressé, donc forcément, c'est plus incertain. Très bien, merci pour ces éléments. On a encore quelques questions, mais plutôt sur des points un peu plus profonds. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter directement nos 2 speakers. Vous allez recevoir durant la journée un email avec le lien du replay de cette conférence, ainsi que le lien pour télécharger la présentation si vous le souhaitez. Et vous aurez également l'email des 2 speakers si vous souhaitez leur répondre. D'ici là, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine conférence. Elle aura lieu sur le sujet de l'export externalisé avec le groupe Marex. Donc, vous retrouverez également le lien dans le mail qui vous sera envoyé aujourd'hui. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre participation aujourd'hui et n'hésitez pas à poser vos questions par email, revenir vers nos experts si vous souhaitez aller plus loin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment, à bientôt et soyez prudents. À bientôt. Au revoir.